Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3126 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 23 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Boubacar Kamara, le milieu défensif français d'Aston Villa. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Et également James Maddison, on peut voir tout en haut de la liste, là, milieu offensif de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et un très grand club anglais, c'est Manchester City. Aujourd'hui en ce 23 novembre, c'est leur anniversaire. Il fête aujourd'hui 144 ans d'existence, l'équipe de City. On leur souhaite également un très bon année. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier. Et hier, c'était le retour des championnats après la longue trêve internationale. Et on commence avec le Paris Saint-Germain qui jouait contre Toulouse. Donc toujours un match spécial, un match compliqué. Les matchs après trêve internationale, surtout pour une équipe comme le PSG où il y a pratiquement tous les joueurs qui sont partis en sélection. Et ben voilà, le PSG a fait le taf. Une magnifique victoire 3-0 contre Toulouse qui restait sur 3 victoires d'affilée Toulouse. Bref, donc João Neves, buteur, Beraldo, buteur et Vitinha en toute fin de match a été buteur. Donc voilà, deux milieux de terrain et un défenseur ont été buteurs, pas de buteur attaquant. Donc voilà, bon bref, c'est une victoire bien sûr méritée et totalement logique des Parisiens. 73% de possession de balle, 17 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. On sait que le PSG en Ligue 1, ils arrivent à marquer tout ça. Après, le problème, c'est en Ligue des Champions. Là, il y a une grosse différence. Pour marquer des buts, mais en Ligue 1, ça se passe toujours bien. Et c'est que le PSG, actuellement, c'est voilà, je crois que c'est pratiquement des victoires. Hein. Sur 12 matchs, quand ils en ont gagné 10, c'est 2 matchs nuls. Sinon, voilà, pas de défaite depuis le début de saison. C'est un début de saison quasiment parfait. Et êtes-vous inquiet ou confiant après ce match avant celui du Bayern? C'est un journaliste qui a posé cette question à Luis Enrique, le coach du PSG. L'a dit: pour voir des choses incroyables, il faut aller au Cirque du Soleil. Je pense que c'était un match complet. C'était très difficile. Et je crois que nous avons été à la hauteur. Voilà ce qu'il a pu répondre à cette question, s'il est confiant ou inquiet après voilà, cette rencontre hier contre l'équipe de Toulouse et à quelques jours d'affronter bien sûr le Bayern Munich. On va parler de João Neves qui a été buteur, mais gros match de la part du milieu portugais. Donc un but, donc une magnifique volée, donc 8 duels remportés sur 11 tentés, un duel aérien remporté, parce que là les 8 c'est les duels au sol remportés, les duels aériens c'est 1 sur 1 alors qu'il est plutôt petit, et 92% de passes réussies, 79 passes réussies sur 86 tentés. Gros match de la part de João Neves. La même chose pour le capitaine Achraf Hakimi. Marquinhos, normalement de base le capitaine, a été suspendu pour le match. Il avait pris accumulation de cartons jaunes, donc il était suspendu pour la rencontre. Donc c'est Hakimi qui a porté le brassard de capitaine et passeur D, Achraf Hakimi. Donc une passe D, un dribble réussi sur un tenté, un duel aérien remporté sur un tenté, 7 duels au sol remportés sur 10 tentés et 71 passes réussies sur 84 tentés, 85% de passes réussies. Donc encore un gros match bien sûr de la part d'Achraf Hakimi qui est peut-être actuellement le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison. C'est peut-être lui, peut-être il y en a qui pensent à des joueurs offensifs, tout ça. Il faut peut-être regarder sur les lignes défensives parce qu'Hakimi est pour l'instant l'un des joueurs, peut-être le joueur le meilleur depuis le début de cette saison. Et c'est qu'avec cette nouvelle passe D, il est déjà à 8 buts et passes D cumulés depuis le début de la saison. Et n'oubliez pas qu'il est latéral quand même. C'est quand même pas mal d'avoir des stats comme ça en jouant défenseur droit. On va parler de Randal Kolo Muani, de nouveau remplaçant comme d'habitude. Donc il a joué les 15 dernières minutes, donc il a été passeur D sur le but de Vitinha. Mais voilà, son temps de jeu encore très faible parce que regardez le 11 de départ et c'est Asensio qui a commencé titulaire. Et Asensio pourtant de nouveau déçu, c'est qu'Asensio, toutes les dernières fois il a commencé titulaire au poste de numéro 9. À chaque fois, ça a été décevant. Pourtant, tu as un numéro 9 que tu as acheté 90 millions d'euros qui est tout le temps sur le banc. Bon, voilà, c'est Luis Enrique qui fait ses choix. Mais voici les notes hier. Donc, Safonov qui a gaulé à la place de Donnarumma, une de 2-7. On ne sait pas, ça sera Safonov ou Donnarumma. Mardi en Ligue des Champions. Donc, Beraldo, belle partie 7 en plus avec un but. Skriniar, c'est 6. Hakimi, c'est 7. Zeremri, gros match aussi de la part de Warren Zeremri, c'est 7. Voilà, il y a deux grosses déceptions. C'est Désiré Doué, 3. Et Marco Asensio, 3 également. Barcola aussi, n'a pas été à la hauteur. Donc, voilà, les notes. Des joueurs du Paris Saint-Germain, donc des grosses notes pour la défense et des notes plutôt basses pour l'attaque, malgré que le PSG a marqué 3 buts. N'oubliez pas que les 3 buts ne viennent pas d'attaquants mais plutôt de milieu et de défenseurs. Et du coup le prochain match, prochain adversaire, c'est le Bayern Munich. Et tiens, en parlant de cette équipe, parce que non, je fais hors par ordre, vu que là il y a encore Monaco qu'on pourrait parler en Ligue 1. On va parler directement du Bayern parce qu'ils ont joué hier, parce que c'est le futur adversaire du PSG. On parlera de Monaco juste après parce qu'ils ont joué également en Ligue 1 hier. Mais le Bayern, les gars, contre Augsbourg, et le même résultat. Ils ont gagné 3-0, enfin le même résultat que le PSG, bien sûr, 3-0 avec un triplé de, bien sûr, Harry Kane, 63e, 93e et 95e minute de jeu. Il a marqué 2 buts en toute fin de rencontre. Bref, ça fait 3-0 et ça fait un match à sens unique, 79% de possession de balle, 33 tirs, 14
tirs cadrés. Il y a eu 11 arrêts quand même du gardien d'Augsbourg, sinon le score a pu monter à 6-7 buts facilement. Donc Augsbourg, ils ont rien eu, 21% de possession de balle, seulement 0.10 en XG. Ils n'ont rien proposé. Voilà, le PSG qui affrontera le Bayern, ça sera bien sûr une grosse équipe. C'est que ces deux équipes en grande forme actuellement, parce que les deux équipes viennent de s'imposer 3-0 hier. En championnat, tout roule pour les deux équipes qui sont actuellement leaders des deux championnats, en Bundesliga et en Ligue 1. On verra qui prendra l'avantage sur l'autre mardi en Champions League. Et concernant bien sûr cette équipe du Bayern, il va falloir surveiller ce joueur du côté du PSG. Il s'agit bien sûr d'Harry Kane. Il y a de plus à la maison pour Harry Kane, son 4e déjà de la saison en triplé, c'est incroyable. Donc Harry Kane a déjà réalisé 7 triplés en Bundesliga, seulement en championnat, on ne compte pas les triplés marqués aussi en Ligue des Champions. Donc bref, il n'a joué que 43 matchs, il a déjà inscrit 7 triplés en Bundesliga, c'est incroyable. Donc en Bundesliga, en championnat, c'est 43 matchs, déjà 50 buts, hier c'était ses 48, 49e et 50e but du côté du championnat allemand. Comme je dis, on ne prend pas en compte ses stats aussi en Ligue des Champions, il a marqué beaucoup en Coupe d'Allemagne, tout ça. Déjà, il a déjà 50 buts en championnat depuis l'été 2023, depuis 1 an et quelques mois. Depuis son arrivée, déjà 50 buts, c'est fou. Et 14 passes D pour Harry Kane. Et cette saison, les gars, si on enlève les stats depuis le début qu'il est arrivé au Bayern, donc cette saison, c'est 17 matchs et toutes compétitions confondues pour 20 buts et 9 passes D déjà. Des stats incroyables bien sûr. Pour l'attaquant Harry Kane, on peut voir le 11 de départ. Donc hier j'avais dit que Neuer était très incertain pour le match parce que la veille du match, donc jeudi, il est absent lors de l'entraînement. L'entraînement la veille du match contre Augsbourg, mais il était bien là Neuer, il a bien commencé titulaire. Bon, il a rien eu à faire parce que quand on voit les stats d'Augsbourg où ils ont eu seulement une frappe cadrée, donc il y a eu seulement un arrêt à faire. Bon, il a arrêté en plus. Neuer, il a pratiquement rien eu à faire, donc il devrait bien gauler avec le Bayern contre le PSG mardi en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'à dire sur le futur adversaire bien sûr du PSG. Nous on revient sur la Ligue 1 parce qu'on revient sur l'autre match. Il y a le PSG Toulouse, mais aussi à Monaco, Brest, deux équipes qui vont également jouer en Ligue des Champions dans quelques jours. Et c'est Monaco qui s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. Donc à Cluj, doublé Golovin buteur contre un but de Sima et York en toute fin de rencontre. Donc belle victoire de l'AS Monaco. 10 tirs, 4 tirs cadrés pour l'AS Monaco, 3 buts marqués. Seulement un arrêt du gardien Marco Bizot, le gardien de Brest. Donc belle victoire bien sûr de l'ASM. Avant leur match de Ligue des Champions. Dans quelques jours, et à Cluj, je l'ai dit, il s'offre un doublé contre Brest à la 5e et à la 91e minute de jeu. Doublé pour lui, c'est simple, c'est ses 2 premiers buts cette saison en Ligue 1. Il a déjà marqué en Ligue des Champions, mais il n'a toujours pas marqué en Ligue 1. Voilà, il a marqué son premier et son deuxième but sur cette sur cette saison 2024-2025. On va parler d'Elias Benseghir, vient de rejoindre le cercle très fermé des joueurs nés en 2005 ou après, a déjà compté 10 buts et 5 passes D dans les 5 grands championnats européens. Donc il y avait déjà Lamine Yamal qui a déjà marqué 10 buts et 12 passes D en Liga. Mathys Tel, 12 buts et 5 passes D. Elias Benseghir, donc il n'a pas marqué mais il a délivré une passe D. C'est lui qui a été le passeur D pour le premier but du match de Cluj, la 5e. Donc passe D de Benseghir pour Cluj. Donc voilà, il rentre dans ce cercle très fermé des joueurs à avoir réalisé cet exploit. On parle bien sûr des 5 plus gros championnats européens. Concernant Brest, parce qu'on en parlait plutôt côté Monaco, avec cette belle victoire. De côté Brest, donc on entame une semaine capitale et il commence mal, parce que déjà le match contre Monaco, match surtout en Ligue 1, ils sont comme en difficulté. Ils ont pris 0 points. Prochain match pour eux, c'est un autre déplacement. Déplacement aussi loin, ça sera Barcelone. Ça sera mardi 21h. Le Barça contre Brest en Ligue des Champions. Et samedi prochain, ils reçoivent l'équipe de Strasbourg. Donc ils ont déjà mal démarré. Voilà, sur les 9 points qu'ils pouvaient prendre possible avec la Ligue 1 et la Ligue des Champions, ils commencent déjà avec un 0 sur 3 avec la défaite hier. Et surtout, ils ont perdu encore ce joueur Pierre Lesmelou, un cadre de l'équipe. Donc il sort sur blessure à 4 jours, maintenant à 3 jours du match contre le Barça. Il s'est blessé et voilà, donc il est parti au vestiaire. Et quand il est sorti des vestiaires, on a pu le voir, il est venu voir à la deuxième mi-temps, il arrive en béquille. Donc là, tu te dis, ça sent pas bon bien sûr. Surtout à 3 jours du match contre le Barça, ça sent le forfait pour Pierre Lesmelou. C'est une catastrophe, Luc a déjà loupé pas mal de matchs il y a quelques temps. Bref, voilà ce qu'on va dire sur le match entre Monaco et l'équipe de Brest. On continue avec les autres matchs dans les autres championnats. Il y avait un Retafe Real Valladolid hier en Liga. Et c'est Retafe qui s'est imposé 2-0. Donc belle victoire bien sûr pour l'équipe de Retafe. 12 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts marqués. Du côté de la Ligue 2, il y avait pas mal de rencontres hier. Tiens, Guingamp contre Amiens. Guingamp s'est imposé 3-0
3-0. La belle victoire aussi de Pau contre Red Star, une victoire 4-1 de Pau. Le match avec beaucoup de buts entre Caen et Rodez, 3 partout entre ces deux équipes. Les autres résultats, 3 contre Grenoble, il y a eu 0-0. La belle victoire de Laval à Martigues, 3-0. Ou par exemple le match nul entre Clermont et Metz, 1 partout. Donc aujourd'hui, le Paris FC, leader, et vous savez, ils aspirent à monter en Ligue 1. Donc ils reçoivent l'équipe d'Annecy, belle équipe Annecy. Donc à 14h cet après-midi, il y aura un Bastia-Lorient et lundi sera un Dunkerque-Ajaccio pour finir à cette journée de Ligue 2. Et au classement, ça donne quoi avec les résultats d'hier en attendant les matchs du jour? Donc le Paris FC bien sûr avec 27 points, donc en cas de victoire du Paris FC, donc il sera à 30 points. Donc Lorient aussi joue, donc si Paris FC et Lorient jouent, ils peuvent créer un sacré creux sur Metz, parce que voilà, Lorient en cas de victoire, ils peuvent monter à 29 et eux à 30 Paris FC. Donc Metz à 25, ça ferait 4 points d'écart entre le deuxième et le troisième, si bien sûr Lorient et le Paris FC s'imposent aujourd'hui. Donc voici ce classement de cette Ligue 2. Du côté du National, il y avait une journée avec quelques résultats. Tiens, Dijon, une équipe que je suis, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, donc ils se sont imposés 2-0, c'est plutôt un bon résultat. Sochaux s'est imposé 2-1 contre Villefranche, Rouen s'est imposé 1-0 contre Bourg-en-Bresse. Et Nancy, les leaders se sont imposés 2-0 à Châteauroux. Au classement, ça donne que Nancy et Orléans actuellement en tête et Dijon la 3e position, actuellement en place de barragiste. On quitte la France, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser avant leur match de Ligue des Champions, parce que c'est un match de Ligue des Champions asiatique lundi. Mais ils jouent contre l'équipe de Al-Qadsiya, une équipe promue Al-Qadsiya. Ils étaient en 2e division, là ils sont montés en 1re division. On joue par exemple Aubameyang. Et ils ont gagné 2-1. Al Nasser, l'équipe d'Al-Qadsiya, en plus avec un Pierre-Emerick Aubameyang buteur à la 50e. Pourtant c'est dommage, l'équipe d'Al Nasser menait 1-0 grâce à Cristiano Ronaldo buteur au bout de 32 minutes de jeu. Donc voici les stats de la partie. Donc Ronaldo buteur, parfait, c'est son 911e but de sa carrière. N'oubliez pas l'objectif pour lui, c'est les 1000 buts bien sûr. Donc voilà, de nouveau un buteur, mais bon, comme j'ai dit, ils ont gagné 1-0, enfin ils menaient 1-0, puis après 1-1, puis après 1-2 pour Al-Qadsiya. Donc bien sûr un Cristiano Ronaldo déçu. Ronaldo, il a pu retrouver son copain bien sûr Nacho, parce qu'on parle d'Aubameyang, mais Nacho joue aussi dans cette équipe d'Al-Qadsiya, c'est le capitaine Nacho. Et Ronaldo, capitaine bien sûr de l'équipe d'Al Nasser. Ils ont pu s'affronter les deux hier. Et il y avait l'équipe, une grosse équipe, quand je parle du championnat saoudien, je parle des grosses équipes comme Al-Ali qui a aussi énormément s'est recruté avec des joueurs comme Riyad Mahrez. Et Mahrez a été buteur sur penalty lors de la victoire de Al-Ali du côté de Al-Fea 1-0. Mahrez, on peut avoir buteur au bout de 21 minutes de jeu. Donc belle victoire bien sûr de cette équipe de Al-Ali, qui a dominé quand même cette rencontre. 16 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Al-Fea, les gars, c'est 0 tir. Même pas une frappe cadrée, 0. Ils n'ont rien tenté du match. Et au classement, ça donne quoi? Donc Al Nasser, les gars, avec cette défaite, toujours à la 3e position, 22 points et 27 pour Al Ittihad. Mais Al Ittihad et Al Hilal ont un match en retard par rapport à Al Nasser, donc ils peuvent encore plus prendre 2 points. Par exemple, Al Ittihad, il y a l'équipe de Benzema qui a de victoire ce week-end, donc il prendrait 8 points d'avance sur l'équipe de Cristiano Ronaldo. A déjà quasiment décroché pour remporter le championnat. Donc l'équipe d'Al-Ali qui avec sa victoire remonte à la 6e position. Donc aujourd'hui au programme, il y a ça. Donc il y a Al-Hilal, pas les champions aussi, ils sont champions en titre, mais l'équipe actuellement leader se déplace à Al-Khaled. Et concernant l'équipe de Karim Benzema, l'équipe d'Al-Ittihad, ils joueront eux demain. On quitte l'Arabie Saoudite, on va du côté du Portugal. Il y avait de la Coupe du Portugal hier soir avec le Sporting. C'est en championnat 11 sur 11, que des victoires. Ruben Amorim a quitté le club et c'est João Cancelo, nouveau coach. Et pour sa première, c'est une magnifique victoire 6-0 contre Amarante. Bon, c'est une équipe de division inférieure. Comme je dis, c'est la Coupe du Portugal et 6-0. Et vous dites, est-ce qu'il a été buteur? Oui, il a été buteur. Bon, il a commencé remplaçant. Il s'agit bien sûr de Victor Gyökeres. Regardez, il est entré en jeu à la 66e minute de jeu parce qu'il a pas mal joué. Il a quand même joué beaucoup depuis le début de saison. Puis là, c'est un match de coupe contre une division inférieure. Il a fait tourner bien sûr le nouveau coach. Bon, bref, il est entré à la 66e et il a été buteur sur penalty à la 89e. Gyökeres. Et du coup, un nouveau but pour lui. Et du coup, toute compétition confondue, championnat, Coupe du Portugal, Suède. C'est déjà son 33e but depuis le début de la saison. Incroyable bien sûr, Victor Gyökeres. On quitte le Portugal, on va du côté de la Première Ligue parce qu'il n'y avait pas de match hier. Mais voici le programme du jour. Aujourd'hui, beaucoup de rencontres. Tout d'abord, Chelsea se déplace à Leicester. Tout d'abord, 13h30. Arsenal reçoit l'équipe de Nottingham Forest à 16h. Il y aura un Aston Villa Crystal Palace. Il y aura un Manchester City contre Tottenham à 18h30. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu cette affiche-là il y a quelques semaines. Tottenham avait éliminé en FL Cup Manchester City. Donc là, ça sera à City cet après-midi. Et à noter que Rodri, un ballon d'or, présentera son ballon d'or aux supporters lors de cette rencontre. Du côté de la Bundesliga, grosse journée après
À noter que les plus grosses équipes jouent, soit elles ont joué hier, comme le PSG, Bayern, tout ça, ou soit aujourd'hui, parce que la plupart des grosses équipes jouent en Ligue des Champions la semaine prochaine, et du coup, il leur faut un peu de temps de repos. Donc, par exemple, Leverkusen joue cet après-midi contre Edenheim, Dortmund joue contre Fribourg, Leipzig, qui joue tous en Ligue des Champions, les équipes là, je vous cite, joue contre Offenheim cet après-midi à 15h30. Du côté de la Liga, l'Atlético Madrid contre Alaves, le Barça ce soir. Du côté du Celta Vigo, il y aura un beau Valence-Betis au programme à 14h avec le retour de Valence qui avait loupé les 2 ou 3 derniers matchs par rapport aux inondations. Ils ne pouvaient pas jouer. Et du coup, là, ils vont rejouer aujourd'hui à 14h contre le Betis. Concernant le Real, ils joueront demain à 18h30. Avant, c'est vrai qu'ils joueront après mercredi en Ligue des Champions à Liverpool. Aujourd'hui aussi, du côté de Lens, grosse affiche. Lens contre Marseille. Il y aura un Saint-Étienne-Montpellier et un Reims contre Lyon au programme ce soir à 21h. Et du côté de l'Italie, l'Inter Milan par exemple cet après-midi se déplace à Hellas Vérone. L'AC Milan contre la Juventus Turin 18h. Ça, bien sûr, c'est une affiche. Et ce soir, Parme contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà tout le gros programme aujourd'hui avec cette reprise, bien sûr, des championnats, tout ça. Bien sûr, aujourd'hui, les gars, ça va être du très lourd. On continue, on revient, nous, sur l'équipe de France. On a beaucoup parlé ces derniers jours parce que hier, c'était le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations. Et on connaît l'adversaire des Bleus. Donc, c'était un deuxième d'un autre groupe. On a le choix entre la Croatie, on a le choix entre eux, le Danemark et les Pays-Bas. Et du coup, ça sera la Croatie. Voilà, donc le tirage au sort des quarts de finale a mis la Croatie sur la route de l'équipe de France. Le match aura lieu le 20 mars 2025 en terre croate, le match aller. Et du coup, le match retour se jouera 3 jours plus tard, donc le 23, cette fois-ci au Stade de France. Donc voilà, la France reçoit au match retour parce qu'elle a fini première de sa poule, bien sûr. Donc voilà, Croatie-France. Donc bien sûr, lorsqu'on affronte la Croatie, généralement, ça donne lieu à des scènes mémorables. On se souvient bien évidemment la finale de la Coupe du Monde 2018 avec la victoire. Il y avait aussi en 98, en demi-finale de Coupe du Monde avec le doublé Lilian Thuram. Les gars, il a marqué 2 buts dans sa carrière en équipe de France en demi-finale quand même de Coupe du Monde. Contre la Croatie, une victoire de 1. Donc voilà, chaque fois, ça sourit un peu au bleu. Voilà, on verra ce que ça donnera en mars prochain, bien sûr, contre cet adversaire où joue, par exemple, un certain Luka Modric qui sera certainement là. Donc les autres affiches, il y aura un Pays-Bas-Espagne, il y aura un Danemark-Portugal et un Italie-Allemagne. Donc là aussi, bien sûr, il n'y a que des top affiches, bien sûr. Voilà, avec ces quarts de finale. Et quand on pense aux Pays-Bas et Espagne, on est obligé de repenser à ces moments aussi mythiques. Par exemple, tiens, la photo de la gauche, là où c'est Iniesta sur cette action en train de marquer le but en finale de Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas. Ou à droite, là, c'était en 2014 où les Pays-Bas a pris leur revanche. Mais bon, ils avaient pris leur revanche en match de poule alors que là, ils avaient perdu bien sûr en finale 4 ans avant. Où Van Persie avait marqué un but sur une tête plongeante dans l'Aubameyang Casillas. C'était en 2014. Donc voilà, ça sera aussi une belle affiche, ce Pays-Bas-Espagne et aussi l'Italie contre l'Allemagne. Et quand on pense à Balotelli qui claque un doublé, sort l'équipe d'Allemagne. Voilà, c'était en 2012, je crois, lors de l'Euro. Donc voilà. Voilà, c'était en demi-finale, c'était rencontre Italie-Allemagne avant que l'Italie se qualifie, joue contre l'Espagne en finale et que l'Espagne bien sûr gagne l'Euro 2012. Et du coup on connaît aussi qui peut jouer contre qui en demi-finale. Donc voici en gros les demi-finales possibles. Bon, la France tout en bas à droite, en gros si la France élimine la Croatie, ça sera soit l'Espagne soit les Pays-Bas en demi-finale. Puis de l'autre côté, l'Italie et l'Allemagne, le vainqueur, jouera soit contre le Danemark ou le Portugal. Voilà, donc ça sera bien sûr que des grosses affiches. Donc pour l'instant, voilà, on sait que ce sera du 17 au 25 mars les quarts de finale. Et le lieu du Final Four après avec les demi-finales, ça n'a pas encore été défini où ça se jouera bien sûr. Les demi-finales et bien évidemment la finale. Concernant toujours la Ligue des Nations, il y a également les affiches des barrages. Parce que les barrages aussi pour voir ceux qui vont monter en Liga, ceux qui vont être en Ligue B, tout ça. Donc tout d'abord Liga contre Ligue B. Par exemple, la Belgique était dans le groupe de la France. La France a fini en tête avec l'Italie deuxième et la Belgique troisième. J'ai dit ils vont jouer un match de barrage pour rester en Ligue A. Et ça sera contre l'Ukraine, pareil, un match aller, match retour, donc le gagnant. Si la Belgique s'impose, enfin meilleur résultat que l'Ukraine, il restera en Liga. Sinon, ce sera l'Ukraine qui passera de la Ligue B à la Liga, vous avez compris. Donc il y aura un Turquie-Hongrie, il y aura un Autriche-Serbie et la Grèce qui a terminé derrière l'Angleterre. Un deuxième lors de la Ligue B, jouera contre l'Écosse qui joue son match de barrage pour rester en Liga. Donc voilà, concernant la Liga contre la Ligue B, il y a aussi la Ligue B et la Ligue C pour les équipes peut-être qui étaient les deuxièmes qui ont fini en Ligue C qui peuvent monter en Ligue B. Donc voilà, il y aura Kosovo, Islande, Bulgarie, Irlande, Arménie, Géorgie et Slovaquie contre la Slovénie au programme. Et la Ligue C face à la Ligue D. Donc Gibraltar contre la Lettonie, je crois, et Malte contre le Luxembourg.
Voilà, n'oubliez pas que Saint-Marin, ils ont fini en tête. Donc eux, ils sont sûrs de monter parce que c'est des poules à 3. Donc les premiers montent directement. Et les deuxièmes jouent un match de barrage contre les troisièmes de la Ligue C. Vous avez compris. Donc voilà, tous les autres barrages qu'il y a. Par rapport à cette Nation League. On continue les gars, on va parler de toute autre chose. On revient 2 ans, jour pour jour en arrière. On est le 23, c'était le 22 novembre 2022, bon, on est le 23 maintenant, mais il y avait ce match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. C'était le premier match des Argentins, ils avaient perdu lors de leur premier match en Coupe du Monde. Une défaite de 1 pourtant, ils menaient 1-0. Léo Messi avait été buteur au bout de 10 minutes de jeu et voilà, ils avaient renversé le match. L'Arabie Saoudite et du coup gagné cette équipe de l'Argentine qui avait perdu son premier match. Mais bon, après, ils avaient gagné quand même la Coupe du Monde, un peu à l'image de l'Espagne aussi en 2010 qui avait perdu son premier match. Le premier match, ils avaient joué contre la Suisse, ils avaient perdu, ils avaient gagné la Coupe du Monde quelques semaines après. On va parler du Paris Saint-Germain qui devra bien payer les 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. C'est vrai que cette affaire, on en parle depuis, on a l'impression, des mois entiers. Et c'est vrai que oui, le PSG devra bien payer cette somme. Donc la FFF a rejeté la requête du club de réexaminer l'injonction de la LFP. Elle a été transmise un jour plus tard, tandis qu'elle disposait de 10 jours pour faire appel de la décision. Bon bref, voilà, le PSG devra bien verser cette somme de salaire impayé à Kylian Mbappé. Et toujours avec le PSG, bon rien à voir avec Kylian Mbappé, mais Nasser les gars, il confirme encore, même s'il avait déjà dit lors de l'inauguration du centre de Poissy que le PSG allait construire un nouveau stade. Il a encore dit hier les gars, lors du match contre Toulouse, nous voulons construire le meilleur stade au monde. La ville a déjà décidé pour nous que le PSG bien sûr quitte le parc. On a besoin que le PSG, un club de foot, nous avons besoin de construire un stade vraiment grand, le meilleur stade du monde. Vraiment, il veut faire quelque chose de grand, surtout quand on sait PSG, tout ça, le QSI, oui, on se dit que si un nouveau stade net construit, et ben le stade serait quand même incroyable. On a besoin pour le fair play financier, tous les autres clubs européens construisent un stade plus grand, plus moderne. Donc la ville a déjà décidé pour nous de quitter le Parc des Princes. Donc voilà, il a encore confirmé hier que le PSG va construire son nouveau stade. Et Jérôme Roten, qui hier sur Roten sans flamme, annonce que la construction est bien avancée. Le PSG se laisse 7 ans pour avoir un nouveau stade. Parce que bien sûr, il faut déjà poser le permis de construire. Après, il faut construire un stade. Un stade, les gars, ça se fait pas en 2-3 mois. Ça prend plusieurs années. Voilà, en gros, dans 7 ans, peut-être le PSG jouera dans son nouveau stade qui doit être aux alentours peut-être à 15-20 km de Paris parce que c'est pas possible de construire un stade de 80 000 places actuellement en plein Paris. Et toujours tiens avec le Paris Saint-Germain n'a pas encore décidé de l'avenir de certains joueurs Donnarumma, Kimpembe, Arnaud Tenas et Marco Asensio. Tous les 4 sont liés au club jusqu'en 2026. Il leur reste encore 1 an et demi de contrat. Et en gros, tous les joueurs là, le PSG ne sait pas s'ils vont les prolonger ou non. Voilà, il y a des joueurs qui sont plutôt déçus, des joueurs beaucoup blessés. Enfin, il y en a qui sont blessés depuis longtemps. Donc voilà, ils seront, tout le monde sera réévalué là très prochainement. Concernant un autre joueur du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar qui a joué hier. Skriniar, mais bon, il est toujours sur la liste des départs. Il a joué parce que Marquinhos bien sûr a été suspendu. Donc bref, il suscite l'intérêt de clubs évoluant en Angleterre. Donc la Juventus et Naples, également attentifs à sa situation, sont dissuadés par son salaire annuel de 10 millions d'euros net parce que bien sûr il arrive au PSG, il touche un énorme salaire. Et la Juve et Naples qui est intéressé, mais 10 millions en salaire c'est pas possible. Donc il y a des clubs anglais qui sont intéressés par la situation de Milan Skriniar. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas, 17h, Marseille se déplace à Lens. Et Roberto De Zerbi a dit: je ne démissionne pas, je ne fuis pas. Démissionnera pas du côté de Marseille. Je n'ai pas fui du Shakhtar, même quand Poutine a lancé ses bombes à Kiev, je ne fuirai pas. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc on a joué 5 matchs au Vélodrome, une victoire, 2 nuls et 2 défaites. J'assume mes propres responsabilités. Si vous croyez que je vais démissionner, c'est que c'est mon idée. Je tiens à vraiment souligner que je ne fuis pas. En gros, puis après il a dit par rapport à Poutine tout ça, que quand il était aussi au Shakhtar, il n'avait pas quitté, démissionné du Shakhtar alors qu'il y avait la guerre en Ukraine. Donc voilà, il restera à l'Olympique de Marseille tout simplement, Roberto De Zerbi. On continue toujours avec l'Olympique de Marseille. On va parler d'Adrien Rabiot qui est en conférence de presse hier avant le match contre Lens. Puis il a parlé déjà sur le projet de l'OM et évoque Paul Pogba. Déjà, je suis venu parce que je crois au projet de l'OM. Pour moi, le coach est un super coach. C'est vrai que Roberto De Zerbi, les gars, c'est un magnifique coach. N'oubliez pas qu'il a refusé quand même le Bayern pour aller à l'Olympique de Marseille, parce que le Bayern le voulait. Il a dit non, puis du coup il a rejoint Marseille, et du coup le Bayern a pris Vincent Kompany. Et s'il y a des joueurs du talent de Pogba intéressés, bien sûr que je ne leur dirai que du positif. Voilà, il a parlé de Paul Pogba, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs actuellement que Pogba, qui est actuellement libre, pourrait venir jouer en Ligue 1 et peut-être du côté de l'OM. Ce sera un énorme coup bien sûr pour Marseille, surtout d'accueillir Pogba gratuitement. Oui, je lui conseillerais de venir s'il retrouve ses capacités physiques, c'est un top joueur.
bien évidemment. Hansi Flick, le coach du Barça, confirme en conférence de presse le forfait de Lamine Yamal pour le match ce soir. Celta Vigo Barça, il ne sera pas là. Lamine ne sera pas là donc demain. Donc ce soir maintenant, c'est très important, mais il faut s'adapter. L'important, c'est qu'il revienne à 100%. Donc on ne sait pas s'il sera présent ou non mardi pour le match contre Brest en Ligue des Champions. Et toujours avec le Barça, et Hansi Flick annonce que Ronald Araujo sera de retour à l'entraînement collectif avec le Barça ce dimanche, donc demain. Donc demain, le soir, il y a match. Demain, il y a entraînement, bien sûr, pour préparer le match contre Brest. Et il fera son retour à l'entraînement collectif à Rojo. Bon, il ne sera pas présent contre Brest, mais d'ici à peu près 2-3 semaines, il pourrait faire une apparition dans le groupe du Barça. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis la Copa América qui s'est jouée en juin dernier. Donc il n'a toujours pas joué cette saison avec le FC Barcelone. On va parler d'un ancien joueur du FC Barcelone, c'est Javier Mascherano, devient le nouvel entraîneur de l'Inter Miami. J'ai pas vu encore l'officialisation, mais c'est fait à 99,9%. Ça doit être fait là officiellement aujourd'hui ou peut-être demain. Donc parce que Tata Martino, l'ancien coach, est parti pour raison personnelle entre guillemets, je pense, parce qu'il a été viré, parce qu'en gros ils sont fait éliminer dès les quarts de finale des playoffs, l'équipe de l'Inter Miami. Bref, c'est Javier Mascherano qui devrait, là, dans les futures heures, devenir le nouveau coach de l'Inter Miami. Donc ils sont en train de reformer le Barça parce qu'il y a déjà Messi, il y a Suarez, il y a Alba, il y a Busquets. Bon, c'est des joueurs, lui il est coach, mais ils les connaissent tous bien sûr. Donc il va quitter son poste de sélectionneur de l'Argentine U20, où c'était l'entraîneur de l'équipe B on va dire, pour entraîner le club américain, l'équipe de l'Inter Miami. Donc ça sera Javier Mascherano ce coach. Il pourra retrouver bien sûr tous ses amis et Messi bien sûr qu'il a pu côtoyer en sélection. Donc voilà, quand même ce 5 sur 11 avec ce Barça à l'époque, avec maintenant la plupart, enfin pas mal de joueurs sont partis à l'Inter Miami. C'est qu'on se dit des joueurs, je sais pas, comme Neymar les gars, Neymar on se dit pourquoi pas un jour filer aussi du côté de l'Inter Miami. On va parler de Rodri qui a présenté son ballon d'or à ses coéquipiers, le présentera jeudi tout à l'heure lors du match contre Tottenham. Donc il est bien revenu parce que là il était plus trop à Manchester ces derniers temps parce qu'il est blessé. Donc, il fait de la rééducation, mais là il a pu présenter son ballon d'or remporté. Là une petite photo de lui avec bien sûr Erling qui l'a félicité. Mizuno deviendra l'équipementier de l'AS Monaco dès la saison prochaine. L'accord devrait prochainement être annoncé par le club de la Principauté. Donc il devrait finir, ça va être fini avec Kappa. Monaco, ils sont longtemps quand même depuis Kappa, il est passé avec Mizuno, une marque, je sais pas c'est quel, peut-être japonais, je ne sais rien, mais voilà, il devrait passer avec ce sponsor. Et concernant l'équipe de Nice, il devrait passer avec Kappa. Voilà, Monaco va plus être avec Kappa, mais c'est Nice qui devrait être avec Kappa. Et il devrait arrêter avec le coq sportif, parce qu'actuellement ils sont avec cet équipementier, l'équipe de Nice. La Ligue 1 est plus dure à jouer que la Bundesliga pour Sacha Boey. La Ligue 1 c'est trop dur parce que les excentrés contre lesquels tu joues sont rapides, donc il faut être concentré tout le match. En Bundesliga c'est différent, par exemple un joueur comme moi peut gérer son match avec sa vitesse. En Ligue 1 je ne pouvais pas faire ça parce qu'il joue actuellement au Bayern, mais il a joué à l'époque du côté de Rennes. Il dit qu'en gros la Ligue 1 c'est plus dur que la Bundesliga. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le championnat de Ligue 1 c'est un championnat d'agriculture, Farmer League comme ils disent en Angleterre. Mais voilà, la plupart des joueurs quand ils viennent jouer en Ligue 1 ils disent ça. Qu'on voit peut-être le meilleur joueur du monde, les gars, l'histoire du football, Léo Messi, qui a joué en Ligue 1, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer en Ligue 1. Et oui, le championnat français est très compliqué. Pep Guardiola interrogé sur sa série actuelle de défaites avec City. Mais pas que City, avant le match, tout à l'heure, ils sont en crise. 4 défaites d'affilée pour Manchester City. C'est du jamais vu dans la carrière de Pep Guardiola en tant que coach. Il a dit que la plupart des équipes sont capables de perdre 4 matchs d'affilée dans différentes compétitions, mais une seule équipe a remporté 4 titres de première ligue d'affilée. Voilà, on lui a dit bien sûr, il y a les 4 défaites, mais n'oubliez pas que les 4 derniers championnats ont été remportés par City. Mais voilà, ils doivent prendre des points aujourd'hui City parce qu'ils ne peuvent plus se permettre, avec Liverpool qui gagne quasiment tout là, ils ne peuvent plus se permettre de laisser des points. Et surtout, ils doivent sortir de la crise. Et Guardiola devra se passer des services de Mateo Kovacic pour au moins 3 semaines. Il est forfait aujourd'hui, le joueur croate. L'ancien joueur de Chelsea est revenu blessé à son retour de sélection avec la Croatie. Donc il est forfait pour le match du jour. La réponse trash de Neymar suite aux déclarations de Rodri sur Vini Junior. Donc les déclarations de Rodri sur Vini Junior, il avait dit... Je pense que c'est un homme intelligent et qu'avec le temps, il se rendra compte que plus il sera attentif sur le terrain, mieux il se portera. Les athlètes ne sont pas seulement ce qu'ils représentent sur le terrain, mais aussi en dehors. Voilà, en gros, c'est ce qu'a dit Rodri sur Vini Junior. Peut-être qu'il en fait un peu trop en dehors du foot, qu'il s'embrouille avec les supporters, avec les arbitres, tout ça. Et en gros, il dit qu'il doit être plus intelligent. Il sera plus intelligent avec le temps. Et Neymar, les gars, qui est le protecteur, l'ange gardien de Vini, c'est devenu un bavard maintenant. Regardez, Neymar, il a réagi, donc c'est devenu un bavard.
Voilà, en gros, il a dit par rapport à ça, par rapport aux déclarations bien sûr de Rodri. Et tiens, en parlant de Vini, les gars, officiels, Vini est élu joueur du mois d'octobre au Real Madrid. Félicitations bien sûr à Vini Junior, hein. Il a remporté pas mal de fois comme ce prix depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Mikel Arteta annonce le forfait pour plusieurs mois de Ben White avec Arsenal suite à une blessure au genou. Ça c'est pas bon, une blessure au genou, on pense peut-être au ligament croisé, surtout que c'est plusieurs mois, donc il ne sera pas disponible. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour la défense des Gunners. Du côté de Tottenham, avant d'affronter City, et ben double coup dur pour Tottenham. Les Spurs vont défier Manchester City tout à l'heure sans Romero et Van de Ven. Voilà, donc les deux joueurs sont forfaits pour le déplacement à Manchester. Concernant l'équipe de Brest qui se déplace à Barcelone, à mardi en Ligue des Champions, il y aura quand même plus de 2850 supporters de Brest qui feront le déplacement historique à Barcelone. Ce sera la première fois qu'ils joueront à Barcelone. Un match de football, donc voilà, 2850 supporters qui se déplaceront en nombre. Tierno Barry qui évolue encore en National 3, il y a encore 3 ans. Sur son premier match avec Villarreal cette saison, je me suis retrouvé avec Albiol, Parreiro, Pepe, des mecs que j'avais sur FIFA. Et pour mon premier match à Séville, je me suis dessus, parce qu'il avait peut-être trop de pression tout simplement. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est qu'il a passé de la National 3 à la Liga en quelques temps, en 3 ans. C'est quand même une sacrée évolution pour lui. Le jeune Arda Güler intéresse l'équipe de Naples. Voilà, Naples intéressé par Arda Güler, il y a pas mal d'équipes. J'ai pu voir aussi qu'Arsenal est intéressé. Donc après, il faut voir. Bon, je pense que le joueur veut réussir du côté du Real. Je pense qu'il restera à Madrid, mais bien sûr, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent au profil du jeune Turc. Le Galatasaray souhaite recruter Alisson Becker. N'oubliez pas qu'Alisson Becker va quitter l'équipe de Liverpool. Il y a déjà son remplaçant. C'est le gardien, comment il s'appelle, le gardien de Valence, là, Mamardashvili. Je ne sais plus si je crois que ça va être ça. Mamardashvili, le gardien de Valence qui va rejoindre Liverpool, il a déjà signé. Donc là, en gros, il avait été signé par Liverpool l'été dernier. Mais Liverpool l'avait prêté une nouvelle saison, on va dire, à Valence. Et il viendra l'été 2025 pour remplacer Alisson Becker qui a quitté le club. Il intéresse Galatasaray. J'ai vu aussi que des clubs saoudiens, bien sûr, sont intéressés par Alisson Becker. On va parler de Amir Abdou est viré par la Mauritanie. Voilà, par rapport à la non-qualification de la Mauritanie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, le sélectionneur est licencié. Carlo Ancelotti a travaillé avec des très grands, avec quasiment les meilleurs numéro 9 au monde, ou même des anciens joueurs bien sûr, comme Benzema, comme Ronaldo R9 bien sûr, avec Lewandowski, Drogba, Zlatan, Cristiano Ronaldo, Inzaghi, Shevchenko, ou même Hernan Crespo. C'est ça qu'il a travaillé du très lourd en attaque, bien sûr, Carlo Ancelotti. Bon, on va parler d'un autre coach, c'est Diego Simeone et l'Atlético qui reçoit la veste aujourd'hui pour la 14e journée de Liga. Ça sera comme le 700e match sur le banc des Colchoneros pour Diego Simeone, qui entre encore plus que jamais dans la légende de son club. Ça fait, je crois, 14 ans ou 12 ans qu'il est du côté du banc d'Atlético. Cet après-midi, ça sera son 700e match en tant que coach de cette équipe des Colchoneros. Fraîchement retraité, Gomis a rendu visite à son ancien club de Al Hilal. On joue maintenant par exemple Neymar. N'oubliez pas qu'il avait joué 146 matchs du côté de Al Hilal pour 105 buts et 18 passes D. Les stats sont quand même très très bonnes. Donc il a vraiment laissé son empreinte dans chaque club où il est passé, bien sûr. Gomis qui avait annoncé sa retraite lors du derby entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Saint-Etienne. Deux équipes où il avait pu évoluer dans le passé. Un beau jour à Rennes, les temps bien changés bien sûr, quand ça se passait bien à Rennes, parce que là cette saison Rennes c'est très compliqué, son long classement, mais une époque où ils avaient Camavinga maintenant qui joue au Real et Rafinha qui joue maintenant au FC Barcelone. Pourquoi Lens est l'équipe qui commet le plus de fautes en Ligue 1? Ça c'est une bonne question, parce qu'en moyenne l'équipe de Lens effectue 16 fautes par rencontre, soit 3 fois de plus que lors de la saison dernière. C'est une équipe vraiment qui fait beaucoup de fautes, une équipe rugueuse on peut dire. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas ouvert l'article pourquoi ils font plus de fautes, j'en sais rien. Mais voilà, n'oubliez pas qu'ils jouent contre Marseille aujourd'hui, donc on verra si ça va encore se confirmer cette statistique là. On va parler de Youssoufa Moukoko qui a fêté il y a quelques jours ses 20 ans, parce que j'en ai parlé en début de vidéo, c'était son anniv. Bref, donc il est à la peine à Nice, c'est vrai qu'il a été transféré, il avait quitté Dortmund pour arriver à Nice pour avoir du temps de jeu. Le problème c'est qu'il jouait beaucoup en début de saison, là au fil des temps il est plus super bon. Puis il a de moins en moins de temps de jeu. Donc où ses prestations ne sont pas à la hauteur, où son temps de jeu aussi ne cesse de diminuer. Quel avenir pour l'attaquant prêté par le Borussia Dortmund? Parce que Nice du coup va peut-être pas le garder parce que son temps de jeu réduit parce qu'il n'est pas super bon. C'est vrai que lui il est annoncé comme un sacré crack. Vous voyez pas, je fais des édits les gars, j'ai commencé, je crois que c'était le 20 septembre 2017. Et lors de mes premiers édits, lors des peut-être 10 ou 20 premiers, j'avais parlé de ce joueur. On parlait de lui déjà il y a 7 ans avant, quand il avait 13 ans, c'était un crack. Voilà, si on fait le bilan 7 ans après, il a un peu du mal, on va dire, à démarrer, sa carrière de footballeur professionnel. Je vous mentirais si je vous disais que cette 103e sélection ne me fait pas plaisir. Ça y est, Issa Mendy, nouveau recordman de sélection avec l'Algérie, bien sûr.
Donc bien sûr il était très content. En plus il était buteur lors de sa 103e sélection. Il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de l'Algérie. Tiens, en parlant des autres nations africaines, et regardez les nations africaines ayant le moins de défaites en 2024, il y a une équipe qui n'a pas perdu, c'est le Sénégal. 0 défaite sur cette année 2024. L'Afrique du Sud, donc c'est une défaite. Le Maroc, il y a pas mal d'équipes, une défaite. Comores, Égypte, Maroc et Afrique du Sud. Par exemple le Cameroun, c'est 2 défaites sur cette année 2024. Le recrutement des milieux du PSG depuis 10 ans, ça fait quand même 417 millions d'euros dépensés. Bon, je ne vais pas citer tous les joueurs, mais par exemple le plus cher, c'était Ugarte, qui restait seulement un an. Il a acheté 60 millions d'euros et était revendu l'été dernier 60 millions d'euros à Manchester. Donc Neves, c'est 60 également. Vitinha, bon, il y a eu des réussites, parce que pour moi, pour l'instant, Neves, c'est pour moi une réussite pour l'instant. Vitinha, c'est une réussite depuis qu'il est arrivé. Paredes, les gars, ça n'a pas été une réussite, c'est dommage. Gay, c'est un peu moyen. Krikoviak, ça a été aussi un peu moyen. C'est qu'il y a eu pas mal quand même pas de réussite et très peu de réussite en milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de blessés. Renato aussi, on pensait qu'il allait tout casser au Paris Saint-Germain, malheureusement. Trop de blessures. Le périple interminable de Tagliafico, un joueur de Lyon, pour entrer de sélection. Donc départ le 20 novembre à 20h45 d'Ezeiza en Argentine avec un vol direct de 13h vers Paris, puis un train vers Lyon. Voilà, normalement c'était ça parce qu'il a joué bien sûr avec l'Argentine. Donc sur le point d'arriver à Paris, l'avion n'a finalement pas pu atterrir dans la capitale et a dû atterrir à Lyon. Donc voilà, on se dit parfait, comme ça il n'a pas besoin de prendre le train Paris pour aller à Lyon. Parfait pour lui, car c'est sa destination finale d'aller à Lyon, vu que c'est là où il joue, où il habite en gros. Mais d'après le défenseur, les autorités ne l'ont pas laissé descendre. Il a même dû attendre encore 4 heures avant que l'avion ne reparte pour Paris. Il n'a pas pu descendre à Lyon alors qu'il était à Lyon. Il a dû reprendre après parce que les autorités lui disent non, tu peux pas. Et du coup, il a repris l'avion de Lyon, où il devait arriver de base, destination finale, pour retourner à Paris. Bon bref, son vol est finalement arrivé à 21h, ne pouvant plus monter dans le train qui l'emmenait à Lyon. Il a dû passer la nuit à Paris et est parti pour Lyon aujourd'hui. Mais là encore, il y avait un problème, le train a été retardé d'1 heure. Voilà, donc comme ça ne suffisait pas, sa valise serait toujours à Paris en attendant d'être récupérée. Voilà, c'est lui qui a mis ça. Regardez sur son compte Instagram, il a mis ce périple de fou. C'est fou parce que ça a pu être parfait pour lui. Il aurait pu avoir l'avion et directement aller à Lyon. Mais non, il n'a pas pu descendre. Voilà, donc, grosse galère pour Tagliafico. Je ne sais pas s'il jouera ce soir pour le match contre Reims. Je ne sais pas, j'en sais rien. On va parler aussi de Marcus Thuram. Les gars, a été nommé homme de l'année par GQ Italie. Regardez, il fait la une de ce journal. Donc Thuram a commencé à jouer avec l'Inter et est devenu un symbole. Il a remporté ses premiers trophées avec son club et est également devenu l'avancement titulaire en équipe de France. Oui, même si c'est quand même une grosse déception, 2 buts en 30 matchs. Bref, il y a aussi l'année de Thuram en dehors des terrains et elle aussi a été extraordinaire pour de nombreuses raisons. Avant tout, l'attaquant de l'Inter a parlé, fait des choses vraiment significatives d'un point de vue social et politique et a donc confirmé qu'il était un footballeur avec une conscience critique, qu'il avait une grande culture, une forte sensibilité. Voilà, donc bref, pour le dire une seule phrase, Marcus Thuram est entré dans une autre dimension de toutes les manières possibles. Voilà. Ce qu'on dit sur GQ Italie sur Marcus Thuram, qui est vraiment quelqu'un très important, on peut dire, du côté de l'Italie. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le 11 au score depuis ce début de la saison dans le top 5 européen. Voici les meilleurs joueurs en gros, ceux qu'on les notes les meilleurs en gros sur l'application Score depuis août. Et on parle vraiment dans les 5 gros championnats. Donc 2 Parisiens, donc Hakimi, comme j'ai dit, qui est en grande forme, et Barcola. Harry Kane, les gars, avec une note de 8.12 après en moyenne par match. Il y a Lamine Yamal, il y a Rafinha, il y a Orban, il y a Musiala, il y a Marmoush, bien sûr, l'attaquant de Francfort, ou par exemple Nuno Tavares, l'ancien défenseur gauche de l'Olympique de Marseille. Pas de Gyökeres, bien sûr, parce qu'on prend seulement les 5 plus gros championnats européens et le championnat portugais n'est pas dedans. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve, nous, demain, dimanche, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.